Allô Radio Imo, les auditeurs ont la parole. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo, bienvenue dans Allô Radio Imo. Vous savez, c'est l'émission qui répond à vos questions grâce à des experts que l'on reçoit chaque semaine. Aujourd'hui, nous allons parler investissement immobilier à la portée de tous. Et pour ce faire, je reçois deux sœurs et je suis ravie d'avoir un plateau 100% féminin pour le coup. Sophie et Valérie Ingalls. Alors bonjour Valérie. Bonjour Bérénice. Et bonjour Sophie. Bonjour. Alors on vous connaît surtout sur Instagram, c'est là où votre communauté est la plus active avec le compte Saving Sisters. Tout accroché, voilà, c'est ce qu'il faut taper en tout cas pour vous trouver. Et alors je vais vous laisser vous présenter puisque vous êtes fondatrice de l'agence Saving Immobilier et aussi fondatrice de Saving Formation puisque vous faites également des formations. Alors pouvez-vous déjà nous parler un petit peu de votre histoire? Comment vous avez créé en fait l'agence Saving? Alors, donc moi, Sophie, j'ai 26 ans et l'immobilier, ça a toujours été une passion pour moi. Donc, c'était assez naturel que je reste dans que je me dirige en tout cas vers ce domaine. Donc, j'ai fait toutes mes études dans l'immobilier. J'ai fait des stages pour apprendre un peu tous les métiers, autant la location que la transaction, que la construction. Voilà, j'ai vraiment tout vu. Et donc, naturellement, après mon master, j'ai eu un CDI. Ils veulent me tanner depuis quelques années pour qu'on fasse un projet ensemble et qu'on se lance à notre compte. Et c'est vrai qu'on avait énormément de demandes autour de nous, de la part de nos proches et de nos amis, pour savoir comment faire pour investir tout simplement et avoir des renseignements sur l'immobilier. Donc du coup, on a créé un compte Instagram en juin 2021. Sur lequel, en fait, on a voulu commencer à partager un petit peu des conseils sur l'investissement immobilier en particulier. On parlait aussi un petit peu d'investissement financier. Et voilà, donc le compte est né comme ça il y a quasiment 2 ans. Et après, on a aussi créé l'agence immobilière dématérialisée, parce qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, on voulait surfer un peu sur la vague moderne, donc arrêter un peu les agences immobilières à vitrine. Et voilà, donc c'est comme ça que c'est né. Donc, une de vous est agent immobilière. Oui, c'est moi, oui. À la carte, la fameuse carte. Exactement. Et alors, vous, Valérie, comment ça s'est passé? Quelle est votre formation? Quel est votre parcours? Alors, rien à voir avec l'immobilier. J'ai fait des études de communication et business à l'étranger. Et en fait, j'ai rapidement lancé une première boîte, lancé une deuxième boîte. Et même si ces activités marchaient très bien, je me suis dit qu'il fallait aussi que je diversifie un petit peu mes investissements et mes sources de revenus. Et donc, naturellement, via l'expérience de Sophie et les connaissances de Sophie, elle m'a accompagnée, elle m'a aidée à acheter mon premier bien que j'ai mis en location. Et petit à petit, je me suis penchée là-dedans, et j'ai commencé à investir. Et puis, on a investi ensemble. Et ça y est, j'étais passionnée d'immobilier suite à ça. Donc, voilà. Donc concrètement, vous avez des biens que vous louez. C'est ça. Exactement. Vous en avez plusieurs chacune et en commun aussi, c'est exactement, c'est ça. On investit chacune de notre côté, Val également avec son conjoint, et après on investit aussi ensemble dans des biens effectivement qu'on met en location, principalement dans le 66, donc autour de Perpignan, mais aussi à Toulouse. Parce que alors vous êtes originaire d'où? Alors de Belgique. Oui, parce que c'est flamand, Ingalls. Exactement, c'est ça. Nous, on est de Belgique. Enfin, Valérie est née aux États-Unis et moi en Belgique, mais on a grandi en Belgique. Et on a déménagé en France quand moi j'avais 6 ans et Val 8 ans. Donc après, on a grandi à Perpignan. Par contre, on a grandi à Perpignan. Et puis, moi, j'ai fait mes études à Toulouse et j'ai travaillé à Toulouse. C'est pour ça que j'ai aussi investi là-bas. Mais sinon, voilà, c'est vraiment Perpignan, de là où on est et là où est situé aussi le siège de Saving aujourd'hui. Et alors, aujourd'hui, les biens que vous avez achetés et que vous avez mis en location, c'est quel statut? Est-ce que c'est LMNP? Est-ce que c'est du Pinel? C'est quoi? Est-ce que vous vous occupez de la gestion locative? Alors, oui, tu veux répondre? Non, vas-y. J'allais te dire effectivement, oui, on a certains biens en nom propre qu'on a mis en LMNP. Et après, on a des biens aussi en SCI, parce qu'on investit grâce à notre société, avec du coup un montage avec une holding. Et ensuite, la question, c'était par la gestion locative. La gestion. Non. Il y a un bien encore actuellement que je gère aujourd'hui, parce qu'il se trouve vraiment en bas de là où j'habite, où se trouve ma RP. Mais tout le reste, on le fait gérer par... RP, c'est résidence principale, oui, pour nos auditeurs.
résidence principale. C'est une maison que j'ai divisée en 2 et je loue le bas et j'habite en haut. Et donc ça me forcément, permet c'est plus facile. Voilà, c'est un locataire qui est là depuis 2 ans, avec qui ça se passe très bien. Donc il n'y a pas beaucoup de gestion à faire en soi. Mais après, tout le reste, oui, c'est géré par des agences. Et en fait, vu qu'on fait beaucoup de courte durée, c'est une conciergerie qui gère nos biens. D'accord, donc une conciergerie. Il y a beaucoup de turnover, comme c'est de la courte durée. C'est quoi? C'est des locations saisonnières? Oui. C'est du saisonnier, donc c'est 2-3 nuits, des fois 1 semaine, 2 semaines l'été, mais généralement c'est plusieurs 2-3 nuits. Oui. Alors aujourd'hui, vous donnez des conseils donc pour investir dans l'immobilier. À qui s'adressent ces conseils? Quelle est votre communauté? Quelles sont vos cibles en fait? Qui peut investir? Est-ce que il faut gagner beaucoup d'argent déjà? Parce que c'est vrai, quand on pense à investisseur, on pense toujours à gagner. Il faut un certain salaire. C'est vrai que c'est le cas? Ouais, c'est vrai que l'immobilier, c'est un peu l'image qu'on en a, parce que c'est des biens, c'est des montants qui sont assez élevés, mais on a la chance en France de pouvoir bénéficier du levier bancaire. Et en fait, grâce à ça, donc on a recours à un crédit immobilier, donc on peut investir en fait, on va dire entre guillemets assez facilement. On va peut-être nous tomber dessus, mais c'est vrai. Nous, on s'adresse vraiment au plus grand nombre, et c'est pour ça qu'on a créé ce compte. C'est pour pouvoir vraiment démocratiser un peu tout ça. Mais du coup, c'est vrai qu'on se rend compte quand même que naturellement, notre communauté, je pense elle s'identifie à nous parce qu'on est sœurs, parce qu'on est jeunes, parce qu'on est des femmes. Donc, on a quand même une communauté qui est relativement jeune. Et quand on parle jeune, on a une communauté entre 18 et 35 ans, on va dire. Voilà. Plutôt, la tranche la plus importante, c'est 25-35. C'est ça. On a quelques jeunes qui sont en études et qui s'intéressent déjà à l'investissement immobilier, et quelques personnes au-dessus de 35, bien sûr, qui s'intéressent aussi. Mais, c'est ça. Et après, en termes de salaire, en tout cas, c'est pas des personnes qu'on considère riches, pas du tout. C'est pas forcément des personnes qui ont non plus une épargne qui est trop importante. Ou une famille qui a de l'argent, par exemple. Exactement, voilà, c'est pas non plus forcément des personnes qui sont issues de familles qui ont de l'argent, et c'est pas du tout le cas. C'est très souvent soit des CDD ou des CDI avec des salaires moyens, comme la moyenne française, et qui ont tout simplement envie d'avoir un complément de salaire, justement, pour vivre mieux et pour pouvoir soit continuer à investir, soit profiter de cet argent pour partir en voyage ou peu importe. Mais donc là, vous parliez donc de lever de la dette, hein, en fait, c'est ça le montage. En fait, oui. on s'endette auprès de la banque. Le but, c'est de mettre le moins d'apport possible, j'imagine. Et donc, la banque nous permet d'acheter le bien qu'on met tout de suite en location. Donc, ça, on en parlera après. Il faut trouver un bien qui se loue très facilement. Il faut éviter les vacances locatives. Et donc, le locataire nous rembourse. L'idéal, c'est la totalité de la mensualité, du crédit. En revanche, on connaît un petit peu la situation actuelle, hein, les taux remontent. On sort de 2 très belles années avec des taux qui avoisinaient les 1%, parfois même un peu en dessous. On pouvait emprunter sans apport, c'était un peu monnaie courante. Là, sans apport, c'est plus du tout possible, hein. Les banques demandent 10 à 20% d'apport. Est-ce que c'est toujours aussi facile d'emprunter? Et qu'est-ce que vous conseillez alors aux jeunes actifs qui veulent faire de l'investissement locatif? Qu'est-ce qu'ils doivent faire justement pour pouvoir emprunter? Alors, c'est vrai qu'on conseille qu'ils aient de l'apport, parce que, comme vous venez de le citer, c'est vrai que c'est de plus en plus dur, voire quasiment impossible d'investir sans apport, sans avoir au moins minimum 10%. Il y a encore des banques qui y dérogent de temps en temps pour des profils vraiment particuliers, quand souvent c'est une banque dans laquelle on se trouve depuis qu'on est vraiment enfant, notre famille était, etc. Mais en général, on voit quand même qu'il faut au moins 10%. Donc nous, ce qu'on conseille, c'est essayer au moins d'avoir une petite épargne, et puis de s'orienter peut-être sur des biens qui sont plus petits, et surtout qui vont se louer plus facilement avec des bons loyers. Donc c'est pour ça aussi que souvent on redirige les personnes qu'on accompagne sur de la LCD ou sur de la coloc ou sur des mises en location un peu plus créatives pour générer plus de loyers, pour rassurer le banquier, lui montrer que oui, il peut nous prêter, parce que c'est pas risqué en fait comme investissement, parce qu'on va générer beaucoup de loyers et qu'on a un plan A, B, C, et que même si par exemple la LCD, on a un peu plus... Alors LCD pour nos auditeurs, location courte durée, donc location saisonnière, etc. Et que si jamais on a de la vacance locative plus importante que prévu, on a quand même plan B, c'est on le met en coloc et ça rapporte tant, plan C, on le met en location meublée classique et ça rapporte tant. Et donc c'est vraiment, en fait, on voit auprès des banques un besoin réellement de prouver que l'investissement est le moins risqué possible.
Et ça, les banques, alors, quand c'est ce que vous conseillez à votre communauté, c'est vraiment d'arriver au rendez-vous avec le banquier et de préparer, donc de lui montrer ces différents montages, en fait, de lui montrer la véritable destination du bien que l'on va acheter. Et ça rassure les banquiers, c'est ce que vous avez constaté ? Oui, tout à fait. Toutes les personnes qu'on accompagne et qui suivent vraiment ces modèles de présentation et qui nous font des retours, et les conseillers bancaires disent à chaque fois, c'est impressionnant. On n'a jamais vu ça, on n'a jamais vu quelqu'un qui vient aussi bien préparé. Donc du coup, c'est ce qu'on conseille vraiment de faire, parce que c'est vrai que quand on était à 1%, c'était magnifique, je l'avoue, mais du coup, c'était un peu aussi la porte ouverte à tout type de projet. Tout le monde allait se faire financer et puis personne n'avait peur, entre guillemets, non plus. La tendance, elle change un petit peu, donc ça vient resserrer les crédits, certes, mais c'est toujours ouvert pour les profils qui sont sérieux. Donc pour les personnes qui ont préparé un petit peu leur profil, leur épargne, et qui viennent avec un dossier béton, ça montre à la banque qu'on sait de quoi on parle, on est sérieux, on a tout étudié. Et c'est beaucoup plus rassurant pour obtenir des crédits, d'effectivement venir avec tout ça, tous les chiffres, avec une bonne étude de marché, avec des attestations de valeur locative aussi qu'on peut demander aux conciergeries, qu'on peut demander aux agences. Donc, si on anticipe tout ça et qu'on vient avec un dossier complet, le banquier, il n'est pas censé avoir de questions finalement, parce qu'on a tout présenté. Donc, c'est hyper rassurant. Alors, il y a une question qui revient souvent. Doit-on en premier acheter sa résidence principale ou faire un investissement locatif en restant soi-même locataire ? Qu'est-ce que vous conseillez ? C'est vrai qu'on a très très souvent cette question qui revient. En fait, nous, on conseille surtout on dit toujours, il faut revenir à sa stratégie à soi-même. Il ne faut pas forcément copier ce que fait le voisin. Et il y a certains banquiers qui, certes, vont dire il faut d'abord la résidence principale. Dans ces cas-là, c'est pas grave, on peut aller voir quelqu'un d'autre. On n'est pas cantonné à la banque à laquelle on est depuis qu'on est petit, on peut aller ailleurs. Et nous, ce qu'on conseille, c'est vraiment de l'étudier par rapport au secteur dans lequel on vit. Typiquement, dans des grandes villes où c'est très cher, parfois c'est plus cher du coup de rembourser une mensualité à la banque que de payer un loyer pour la même surface. Donc dans ces cas-là, on dit à nos clients, écoutez, peut-être qu'il vaut mieux pendant un certain temps rester encore locataire, puisque vous allez pouvoir vivre pour moins cher, mais vous allez garder du coup de l'endettement pour aller investir ailleurs. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux peut-être faire de l'investissement locatif d'abord, plutôt que de la résidence principale. Donc c'est un peu au cas par cas au final. C'est ça, tout à fait. Alors maintenant, on va parler des secteurs en fait, puisque vous le disiez, il faut tout calculer, il faut arriver avec un dossier béton devant le banquier. Qu'est-ce qu'il faut regarder en premier ? Il faut regarder la zone géographique, j'imagine. Comment on fait pour quelqu'un qui n'y connaît absolument rien ? Qu'est-ce que vous lui conseillez à cette personne ? On lui conseille tout d'abord de réfléchir justement à ses objectifs. Donc, un peu comme pour la résidence principale, il y a des personnes qui veulent vraiment du cash flow, il y a des personnes qui veulent un peu plus de patrimonial. Donc, déjà réfléchir à ça. Et ensuite, de regarder est-ce que le secteur dans lequel on se situe et dans lequel on habite se prête à nos objectifs ou non. Et si jamais on doit s'éloigner, et c'est souvent le cas pour les personnes qui habitent dans des grandes villes où les prix au mètre carré sont très chers, on leur conseille en fait de s'éloigner un petit peu, de dire ok, si tu t'éloignes à 30 minutes, 1 heure, 2 heures, est-ce que ça commence à être intéressant par rapport à ce que tu cherches à faire ou non ? Et aussi de commencer par des villes qu'ils connaissent, dans lesquelles ils sont partis en vacances par exemple, ou dans lesquelles ils ont de la famille. Et comme ça, ils commencent sur des secteurs qu'ils connaissent, ils commencent à les étudier, ils voient si c'est intéressant ou non. Parce que c'est vrai que c'est toujours plus intéressant et ça rassure un peu plus de commencer à regarder des villes qu'on connaît, ou en tout cas dans lesquelles on s'est déjà rendu, plutôt que de commencer à trouver des villes qu'on ne connaît pas du tout, quoi. C'est ça. Et après, on leur conseille du coup de vraiment étudier le secteur sur la partie... en fait, il faut qu'ils comprennent le fonctionnement de la ville. Pourquoi est-ce que les gens s'installent là-bas ? Est-ce que c'est parce qu'il y a des gros secteurs, des grosses industries, des grosses zones commerciales ? Est-ce qu'il y a énormément d'étudiants ? Mais si c'est le cas, est-ce qu'il y a une école ou est-ce qu'il y en a 10 ? Et après, de regarder la vie de la ville. Est-ce qu'il y a des commerces ? Est-ce qu'on peut se déplacer facilement ? Est-ce qu'il y a des restaurants, etc. Et après, de regarder les chiffres, parce que c'est bien beau si c'est attractif. Paris, Bordeaux et Toulouse sont très attractifs, mais en termes de prix, le prix au mètre carré et puis le prix auquel on peut le louer. Mais comme disait Val tout à l'heure, le but c'est d'avoir le plan A, B, C. Donc c'est pas que de regarder un prix de location classique, mais aussi si je fais de la colocation, une chambre se loue à combien, la nuitée, etc., etc. Donc il y a vraiment la partie ville, dynamisme et la partie chiffres à regarder.
Et bien sûr, le potentiel de revente après derrière, ça c'est toujours quelque chose qu'on leur dit, c'est réfléchissez aussi, ça paraît intéressant aujourd'hui, mais l'évolution de la ville, est-ce qu'il y a une évolution démographique, est-ce qu'il y a vraiment une stimulation dans cette ville et est-ce que ça va continuer à aller dans ce sens-là ou est-ce que ça risque d'aller dans le sens inverse et dans ce cas-là, même si la renta est intéressante, il vaut mieux pas y aller, quoi. Donc vous conseillez toujours des biens qui feront une plus-value au moment de la revente. Plus-value ou au moins, au pire des cas, break-even. Ouais. Mais qui ne peuvent pas chuter, dont le prix ne peut pas chuter. Beaucoup de personnes nous ont demandé aussi concernant la gestion locative. Est-ce qu'il faut faire appel à une agence ou est-ce qu'il faut gérer soi-même son bien aux locations ? Ça, c'est une question qui revient souvent parce que c'est vrai que selon le statut qu'on choisit, on peut amortir. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Enfin voilà, on a beaucoup de questions par rapport à ça. Qu'est-ce que vous conseillez alors nous, on dit, si c'est vraiment quelque chose que nos clients ont envie d'essayer par eux-mêmes, faites-le. Gérez vous-même parce que du coup c'est vrai qu'on apprend énormément, c'est hyper enrichissant. Après pour des personnes qui veulent continuer à investir, qui veulent plusieurs biens, à un moment donné il faut déléguer, c'est comme pour tout. Oui. Voilà, c'est que le temps qu'on va passer à gérer, que ce soit les locataires, les entrées, les sorties, le ménage si on fait la location courte durée par exemple, c'est du temps où on fait pas autre chose. Donc c'est du temps où on n'est pas sur de nouveaux projets, mais c'est aussi la plupart des personnes qui font de l'investissement, c'est pour avoir un complément de salaire, mais c'est surtout pour avoir du temps. C'est très souvent, aujourd'hui, les jeunes, ils ont envie de passer plus de temps en famille, ils ont envie de passer plus de temps off ou sur d'autres projets. Donc, si on est en train de faire des entrées et sorties de locataires, ce temps-là, on le perd. Donc nous, on leur fait calculer les frais de gestion dans leur calcul de rentabilité pour être certain qu'ils puissent mettre ça en place et que le bien soit toujours rentable. Et c'est toujours le cas, quoi. Après, il ne faut pas oublier que quand on gère soi-même aussi, il y a des frais, puisque vous l'avez dit, souvent c'est en dehors de la ville où on habite. Il y a l'essence, les transports, et puis il y a le temps aussi sur son travail. Si vous posez une demi-journée, c'est pas extensible, les congés. Enfin, il y a plein de choses à prendre en compte aussi. Ouais, exactement. Ouais. Et c'est vrai que, en tout cas, nous on le remarque pour de la location courte durée. Du coup, les conciergeries, c'est leur métier, c'est des professionnels. Donc souvent, elles arrivent aussi à jouer un peu plus avec le prix à la nuitée. Elles arrivent à donner des prestations supplémentaires que nous on n'aurait pas forcément le temps ni les connaissances de donner. Et donc du coup, on voit qu'il y a vraiment une plus-value. Je sais que beaucoup de personnes sont réticentes d'utiliser des conciergeries parce que c'est vrai que quand on voit des 20-25-30% de commission sur les loyers, on se dit ouf, je préfère mettre ça dans la poche. C'est ça, une conciergerie en moyenne, souvent, c'est quoi ça, c'est entre 20 et 30, ça dépend des secteurs et des prestations. Du loyer au mois ou c'est à chaque... Des revenus locatifs au mois. Quand c'est de la location saisonnière, c'est quoi ? Oui, c'est par mois en fait. C'est au mois, c'est sur les revenus locatifs. C'est sur les revenus qui sont rentrés, donc effectivement une prestation sur un week-end, du coup les 30% sont pris sur du coup les nuitées du week-end, quoi, c'est ça. Et une agence locative lambda, c'est pareil, c'est un pourcentage sur le loyer mensuel. Voilà. Exact. Et après, c'est vrai que quand on fait de la location saisonnière, forcément, on a des très bons mois en général, si on est bien situé. Ça peut monter jusqu'à combien ? Est-ce que vous avez quelques exemples de prix pour des biens Ça dépend. Mais ça dépend de la taille du bien, ça dépend du secteur. Mais si par exemple on prend autour de Perpignan pour un studio ou un T2, ça peut facilement monter à 500-600 € la semaine. Donc du coup sur le mois, on peut facilement monter à 2000-2500 € de revenus, quoi. Et pour un bien qui vaut combien ? Le bien en lui-même ? Pareil, ça dépend, moins mais c'est moins de 100 000 € très souvent sur la cote, sur ces secteurs-là, donc ça peut être très intéressant. Et moins de 100 000, c'est compris le bien qui a été rénové, parce qu'on est autour de 60-70, il y a de la rénovation à faire. Et puis après, pour des logements de 25-30 mètres carrés, ça fait à peu près 100 000 €, quoi. Et pour donner, allez-y. Pour donner un exemple encore plus farfelu, on est en train actuellement de faire un tour de France, donc en fait on fait le tour littéralement de la France pour aller voir les personnes qu'on a accompagnées à investir dans l'immobilier en 2022. Et du coup là on est allé voir plusieurs chantiers, dont un à Millau. C'est une jeune fille qui a acheté un studio à 32 000 €. Elle a fait 6 000 € de travaux dedans. Et là, en fonction de l'estimation qu'elle a faite, elle va toucher entre 600 à 800 € de cash flow net par mois en le mettant en full location courte durée. Donc Millau, personnellement, c'est une ville à laquelle moi je pense. C'est où exactement, Millau ? Millau, c'est voilà, on sait même pas où ça se trouve. C'est le pont de Millau, c'est vraiment dans le centre de la France en fait. D'accord. Ah oui. Donc les gens normalement connaissent pour le pont de Millau, mais ne s'arrêtent pas forcément à Millau. 1 heure de Montpellier, à peu près 1h30 de Montpellier. Ouais, 2h30 de Toulouse. Ouais. Et c'est vrai que nous on n'y pensait pas du tout, et en allant là-bas, on a été hyper surprise parce que c'est vrai que ça coûte très peu cher à l'achat, mais pour la location courte durée. Il y a un tourisme vert qui est énorme, et c'est vrai qu'il y a des secteurs comme ça auxquels
ne pensent pas, mais qui sont super. Les gens viennent pour faire du intéressants. trail, pour faire du VTT, pour faire de la rando, et à l'année, quoi. Donc c'est assez impressionnant. Alors, autre point non négligeable, vous avez parlé de travaux, il y a aussi la rénovation énergétique avec le fameux DPE. Bon, ça ne concerne pas encore les locations saisonnières, mais ça ne devrait pas tarder. Qu'est-ce que vous conseillez par rapport à ça ? Nous, justement, on a toujours dit à nos coachés que c'était les opportunités. On ne voit pas ça comme un gros point noir, en tout cas dans l'investissement, au contraire, parce que ça va emmener beaucoup de propriétaires à vendre. Puisque du coup, effectivement, la location ne sera plus possible au fur et à mesure. En tout cas, ce sera dégressif. Mais du coup, il va y avoir beaucoup de mises en vente parce qu'il y a des propriétaires qui n'auront pas envie ou pas les moyens de faire les travaux. Donc, il y a beaucoup de mises en vente et on l'a déjà ressenti du moment où ça a été annoncé. Et pour nous, c'est des opportunités en fait de faire des belles négociations sur des produits. Et donc, on conseille vivement à nos coachés d'aller vers des logements où il y a de la rénovation à faire, quoi. Pour avoir cette fameuse décote. C'est ça, et on leur conseille vraiment de rénover correctement parce que c'est vrai que on le voit aussi avec l'évolution des prix de l'énergie en ce moment et c'est pas prêt de s'arrêter. On conseille fortement quand même de rénover, de mettre à jour et comme ça on sait que le bien se vendra beaucoup plus facilement parce qu'il y a une réticence à acheter des biens mal notés. Donc si on le rénove, pareil, toujours penser à la revente, même si c'est du locatif, c'est très 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 important de penser que si demain pour X ou Z raison il faut revendre, on peut revendre et rapidement et facilement. Donc du coup on leur conseille de toujours faire les rénovations. Surtout que grâce à l'agence immobilière aussi, on voit le côté des acheteurs. On a les acquéreurs aussi au quotidien qui viennent visiter et on se rend compte que même les personnes qui sont pas forcément dans l'immobilier, qui sont pas investisseurs mais qui cherchent leur résidence principale, ils accordent beaucoup d'importance au DPE parce que... Par rapport à la facture d'énergie. Exactement, c'est ça. C'est qu'il y a eu tellement d'augmentation sur les derniers temps que les personnes, elles sont hyper... elles sont très alertes sur ça. Je crois que c'est la troisième chose avec le prix et la zone géographique, c'est ça qu'elle regarde. C'est ça. Donc du coup, effectivement, pour la revente, c'est hyper important de pouvoir montrer un DPE qui a une note, qui a une bonne note, quoi. Là, on parle donc des logements, mais il y a d'autres choses qu'on peut acheter et mettre en location. Il y a des garages, par exemple, des places de parking. Qu'est-ce que vous conseillez à ce sujet ? Effectivement, nous, personnellement, on n'a pas investi dans de garages, dans de parking, mais c'est des choses qu'on voit. À Paris, c'est très rentable. Exactement. En fait, c'est ça. C'est qu'on le conseille surtout pour des personnes qui sont dans des secteurs comme ça où l'immobilier, l'habitation en tout cas, est très chère et qu'ils n'ont pas la possibilité de s'éloigner. Donc, soit c'est des personnes qui n'ont pas de véhicule ou qui n'ont pas le temps, etc. Et donc, effectivement, investir dans des garages ou dans des places de parking, ça peut être hyper intéressant dans les secteurs très tendus comme Paris ou Bordeaux, où du coup on a du mal à se garer et qu'il y a une location possible ou alors une revente aussi à terme, quoi. Et ça peut faire moins peur également aux personnes qui ont peut-être... on l'a souvent des personnes qui ont peur justement des loyers impayés, des vacances locatives, des choses comme ça, de la casse, etc. Donc ces personnes-là, c'est intéressant de les orienter sur des parkings et des garages parce qu'au moins elles investissent et c'est rentable aussi. Et elles sont passées à l'action. Et puis c'est quand même moins cher aussi qu'un logement. Oui, c'est ça. Et il y a moins de charges aussi parce qu'il y a une part de charge de copropriété sur les places de parking, mais qui est du coup qui est infime. Par rapport à un logement. Donc tout à fait, oui. Donc concrètement, pour éviter les vacances locatives, parce que ça c'est une question qui revient souvent aussi, qu'est-ce qu'il faut faire ? Sur quoi il faut se pencher ? Le tourisme, vous l'avez dit tout à l'heure, mais comment s'en rendre compte ? Parce que c'est vrai qu'on a des auditeurs qui, vous l'avez dit, c'est un peu la bête noire. Mais c'est vrai que la vacance locative, en soi, on peut l'éviter quand on a fait une très bonne étude de marché et qu'on a conscience du secteur dans lequel on investit et le quartier aussi, parce qu'il n'y a pas que faire une étude de marché d'une ville, il faut aussi vraiment axer sur le quartier dans lequel on veut investir. Et donc, du coup, on peut étudier cette demande locative de par les conciergeries, les agences immobilières. Donc, en fait, nous, on conseille vraiment aux coachés d'aller voir les personnes qui sont sur place et de les contacter et de leur demander en fait comment ça se passe sur le secteur. Et on a aussi des outils comme AirDNA qu'on utilise beaucoup pour étudier la demande locative sur la location courte durée par exemple. Qu'est-ce que c'est AirDNA du coup ? Donc c'est un site en fait qui reprend toutes les réservations qu'il y a sur Airbnb, enfin toutes les données Airbnb, et ça permet d'étudier un secteur et donc de connaître le taux d'occupation par exemple d'une ville par rapport à la location courte durée. Petite question maintenant sur le financement. On a parlé du banquier. C'est vrai qu'on l'a dit, les taux augmentent. Ce ne sont pas du tout les mêmes en fonction des banques. Il y a de fortes disparités, même sur tout le territoire français. Est-ce que vous conseillez d'aller voir un courtier ?
Ça dépend. Oui, pour les personnes qui ont vraiment pas le temps et qui ont eu un très bon contact avec un courtier qui va potentiellement aller pouvoir voir plusieurs banques. Mais c'est vrai que pour un tout premier investissement, on conseille souvent en fait d'y aller tout seul, d'y aller soi-même, d'aller voir les banques, parce qu'en fait on apprend énormément en allant voir les banques nous-mêmes, et personne ne peut défendre notre projet aussi bien que nous-mêmes, et surtout quand on va le voir avec justement une présentation PowerPoint, avec vraiment l'étude de marché, etc. Le courtier, ça, il le fera pas forcément, et c'est pour ça qu'on conseille au début en tout cas d'aller voir la banque nous-mêmes. Et après, c'est vrai qu'on essaye aussi d'expliquer à nos coachés que le taux d'intérêt, c'est une chose. C'est vrai que c'est ce qui est vachement dans les gros titres aujourd'hui et ça fait peur, mais on essaye de leur dire ne vous focalisez pas que sur le taux, parce que c'est vrai que les 1%, c'était très beau, mais ça pouvait pas durer et on peut pas non plus... personne n'a une boule de cristal, personne ne peut savoir à combien on sera dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Du coup, on leur dit concentrez-vous surtout sur les choses que vous pouvez maîtriser. La banque aujourd'hui, vous allez essayer de gratter un petit peu et peut-être de baisser de 0,10, alors qu'en fait, si vous aviez mis vos efforts dans demander plus de durée, demander un différé, par exemple, ce sera beaucoup plus intéressant qu'essayer de jouer sur le taux. Et c'est quelque chose sur lequel le conseiller en face ne pourra pas beaucoup influer, en fait. Donc, on va bientôt terminer cette émission. Pour vous, c'est le moment d'acheter, c'est ce que vous conseillez, parce que c'est vrai qu'il y a un climat anxiogène. Hein, là, il y a des études qui sont tombées, il y a pas mal de sondages qui sont faits en ce moment par les professionnels de l'immobilier. Et c'est vrai que les Français aiment la pierre, ça c'est sûr. Ils aiment la pierre en tant que placement. Mais même si la plupart, je crois que c'est 77% souhaitent devenir propriétaires à terme, il n'y en a que 22% qui, en ce moment, se disent que c'est le moment d'acheter. Et les autres, ils se disent il faut attendre. Le problème avec ça, c'est qu'on attend jusqu'à quand? Oui. C'est qu'on peut attendre longtemps et nous, on a tendance à dire que, et nous-mêmes, on continue à investir aussi, malgré le climat, parce qu'il n'y a jamais de bon moment, il n'y a jamais de moment parfait. Celui qui ne va pas investir maintenant, peut-être que dans 6 mois, il va regretter. Et c'est toujours comme ça. Il faut savoir que l'immobilier, c'est des cycles, c'est toujours pareil. Donc du coup, il n'y a pas de parfait moment. Pour nous, en tout cas, il faut pas attendre d'être prêt. Il ne faut pas attendre le moment parfait. Il faut juste y aller, quoi. Et à la différence d'il y a peut-être 1 an, 2 ans, c'est qu'aujourd'hui, à nouveau, en tant qu'acquéreur, on a une marge de négociation plus importante. Pour faire baisser le prix. Exactement. Ce qu'on n'avait pas il y a 2 ans, parce qu'en fait... C'est vrai que les prix chutent un petit peu, du coup. Chutent un petit peu, et puis justement, vu que les gens sont frileux, beaucoup moins achètent, donc beaucoup moins de visites. Et donc, quand on va visiter et qu'on veut faire une offre, on a plus de pouvoir de négociation, alors qu'il y a 1 an, 2 ans en arrière, le vendeur, il savait que si c'était pas nous qui allons acheter, il y avait quelqu'un d'autre qui allait venir demain et faire une offre au prix, et il pouvait attendre en fait d'avoir une offre meilleure que la nôtre, donc on pouvait un peu moins négocier. Aujourd'hui, on peut un peu plus... Oui, la tendance s'inverse un petit peu, quoi. Donc c'est toujours intéressant. Dernière question pour l'apport. Quelqu'un qui n'a pas d'apport, qu'est-ce que vous lui conseillez? Qui n'a pas d'apport, qui a un salaire qui débute dans la vie, donc qui n'a pas forcément des 1000 et des 100 chaque mois. Qu'est-ce qu'il peut faire? Mais après, il faut savoir que en fonction de la relation qu'on a avec la banque et du projet qu'on présente, ça se fait encore d'être financé sans apport. Alors c'est de plus en plus rare, mais ça se fait. Et sinon, nous, on a des personnes, quand ils ont vraiment envie d'investir, ils se donnent les moyens. Donc c'est de se dire, par exemple, ok, je me crée du coup un budget à partir de maintenant que j'essaye de tenir pour obtenir une petite épargne à la fin de l'année ou dans 6 mois pour pouvoir, je prépare un petit peu mon profil. Donc faire du sacrifice au final. Voilà, faire un sacrifice. Voilà, c'est ça, c'est qu'on peut pas non plus attendre et tout vouloir si on se donne pas un petit peu les moyens. Donc il y a ça, ou alors s'associer avec quelqu'un aussi éventuellement pour faire un projet. Ça, on le conseille, s'associer avec quelqu'un, ou voilà. Il faut être sûr de la personne. Oui, ça c'est sûr. Faut bien aimer sa sœur. Et sinon, je sais qu'il y a des solutions aussi plus créatives. Je crois que c'est Virgile qui fait ça, ou il y a des startups maintenant où je sais pas exactement comment ça marche, mais tu peux acheter, c'est eux qui financent l'apport, et en fait tu le rembourses petit à petit, et plusieurs années plus tard, en fait, tu deviens propriétaire. Je sais pas.
je dis peut-être des bêtises, je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais je sais qu'il y a des solutions. Et... Après, il faut bien regarder le business model derrière, comment ça tient. Mais c'est pas quelque chose qu'on conseille, hein. C'est juste pour dire que ça existe. Il y a il y a des solutions et on peut effectivement se donner les moyens. Quoi. Nous, on a des jeunes vraiment impressionnants. On a vu encore de jeunes sur Perpignan il y a 2 semaines. Ces 2 jeunes sœurs, 19 et 22 ans, et elles ont pris un 2e taf en parallèle de leurs études pour justement avoir de l'apport et investir. Enfin bref. Donc le mot, c'est la motivation au final. C'est la motivation, c'est ne pas avoir peur et se créer des opportunités en fait. Eh bien, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup, Sophie et Valérie. Et je rappelle que votre compte Instagram, c'est Siving Sisters. Voilà. On va aller vous suivre. Merci beaucoup et on se retrouve nous la semaine prochaine pour un prochain Allo Radio Imo. Allo Radio Imo, posez vos questions à nos experts sur les réseaux sociaux, à réécouter et à télécharger sur le site radio.imo et sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles.